Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous, 11h04. Nous allons parler des banques, de nos banques, parce que nous avons tous tendu l'oreille la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, une banque a fait faillite. Deux petites banques, mais une banque assez importante a fait faillite dans la Silicon Valley. Alors évidemment, panique générale immédiatement, panique bancaire aux États-Unis surtout, et puis en Europe aussi, et puis tout le monde. Évidemment, l'État fédéral, l'État américain est intervenu immédiatement. Les autorités économiques européennes, le ministre français, tout le monde a pris la parole parce que tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe, et tout le monde a voulu rassurer. Rassurer qui ? Le public. Nous, notre argent dans les banques est-il bien protégé ? C'est la question que je voulais poser ce matin, le débat que je voulais ouvrir à la suite de cette faillite bancaire dans la Silicon Valley. Notre argent dans les banques est-il bien protégé ? Est-il à l'abri ? La panique bancaire, est-ce un risque bien identifié ? Puis j'ai une question que je voulais vous poser à nos invités. Une banque est-elle une entreprise comme une autre ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que les banques, on vient au secours des banques immédiatement, tout de suite, dès qu'il y a la moindre faillite, alors qu'une entreprise lambda, elle fait faillite, ça n'intéresse personne. À part les salariés, les pauvres, qui eux se réunissent et se mettent en grève ou manifestent pour essayer de sauver leur boulot. Voilà la situation. Il est 11h06. Nos invités pour parler des banques. Dany Lang, qui est économiste, maître de conférences en économie à l'université Paris 13. Bonjour. Bonjour. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Stéphane Molière, spécialisé dans la gestion de patrimoine, présentateur de conseils de famille tous les jours à 19h55 sur Sud Radio. Bonjour. C'est bien cela. C'est ça. C'est Sud Radio. Bon, alors, d'abord, regardons ensemble, puisque vous connaissez le sujet 1000 fois mieux que moi, la Silicon Valley Bank. Que représente-t-elle ? Est-ce une banque importante ou pas ? Christian de Boissieu. Écoutez, j'avoue que je ne connaissais pas son existence avant vendredi. Ah bon, d'accord. Même si ça fait quand même un certain temps que je travaille sur les banques et sur la monnaie et sur la finance. Bon. Oui. J'ai découvert, comme tout le monde, que c'était officiellement la 16e banque américaine. Oui, exact. Alors, elle est très importante en Californie parce qu'elle travaille avec les entreprises, les start-up, des nouvelles technologies. Donc, c'est une banque. La moitié des entreprises de la tech de la Silicon Valley, paraît-il. Ouais, voilà. Et donc, elle reçoit les dépôts de ces entreprises. Oui. Et ces dépôts sont relativement importants. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir fédéral a dit d'emblée, Monsieur Biden et puis les autres ont dit d'emblée pendant le week-end, on garantit les dépôts au-delà de ce qui est prévu par la réglementation, c'est-à-dire officiellement aux États-Unis, les dépôts, si votre banque fait faillite, vous êtes couvert jusqu'à $250 000 par personne. Et là, c'est-à-dire, si une banque fait faillite aux États-Unis, si l'État fédéral important intervient, vous êtes couvert jusqu'à $250 000 par par l'organisme personne. d'assurance des dépôts, $250 000. Nous, en Europe, en France, on est à 100 000 euros. 100 000 euros en France. 100 000 euros par personne. Ce seuil n'a pas été modifié depuis 15 ans. Il a été, on a eu une harmonisation au niveau européen au moment de la grande crise financière 2007-2008. Et les pays européens ont dit on va se mettre d'accord sur la même limite. Et je fais cette remarque. La limite de 100 000 euros par personne a été fixée il y a 15 ans, et entre-temps, il y a eu de l'inflation. C'est dommage qu'on n'ait pas revu cette limite, d'ailleurs. Je pense, mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est qu'il faudrait revoir cette limite à la hausse, surtout qu'on est quand même dans un contexte d'inflation. Pas besoin de vous faire de dessin, 6% par an d'inflation depuis 2021-22, et donc il n'y a pas de raison de ne pas indexer cette limite. On est bien d'accord. Alors, vous connaissiez cette banque ? Alors, Dany Lang. De la même manière que Christian de Boissieu, j'ai découvert l'existence de cette banque vendredi. Ceci d'autant plus que c'est pas une banque, ce qu'on appelle une banque systémique. Vous savez que depuis 2008, on a une liste des banques qui doivent faire des provisions supplémentaires parce qu'elles sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent entraîner avec elles dans leur chute
l'ensemble du système financier. La garantie des dépôts, c'est une invention géniale du président Roosevelt. C'est ce qui a permis aux États-Unis de mettre fin à une situation intenable où les gens étaient constamment en train de faire la queue devant leur banque pour retirer leur argent. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec ce que disait Christian sur le fait que 100 000 euros, c'est très peu. Alors juste au passage, je voulais répondre à votre question. Est-ce qu'on doit sauver les banques? Le problème, non, c'est que les banques ne sont pas des entreprises comme les autres. Mais ça, je vais soulever la question après. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. Regardons encore ce qui s'est passé. D'accord. Parce que Stéphane Moller, vous connaissiez cette banque? Je crois que personne ne la connaît de ce côté de l'Atlantique. Mais pourtant, c'est intéressant de noter qu'elle a la taille de la Société Générale. Donc c'est pas une petite banque. C'est une grande banque. Une petite banque aux États-Unis, mais à l'échelon mondial, c'est une grande banque de la Société Générale. Imaginons demain que la Société Générale est une banque systémique, que la Société Générale dépose le bilan. Il s'est passé un phénomène que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui s'appelle le bank run. Oui. Alors c'est quoi le bank run? Alors en fait, ce qui s'est passé dans cette banque, c'est que cette banque, elle recevait les dépôts de l'ensemble de ses clients. Et elle a placé ses dépôts, sur des obligations d'État américaines d'une durée trop longue. En fait, c'est comme si elle avait prêté de l'argent à l'État américain sur une durée de 6 ans. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la hausse des taux, la valeur de sa dette s'est effondrée. Et donc, quand les banques, enfin ses clients aux États-Unis ont eu besoin de leur argent, la banque n'a pas été capable de matérialiser cette créance, de revendre ses bouts de crédit, ses obligations. Elle a matérialisé une moins-value. Et c'est là où les clients ont pris peur. Et ils ont de plus en plus essayé de retirer leur argent. Et plus ils retiraient de l'argent, moins il y avait de liquidité. Donc, jusqu'à bank run, d'autant plus qu'aujourd'hui, le bank run, c'est pas compliqué, un clic. Un clic et Internet. Avant, il fallait aller à la banque. Pour nos amis, je reviens sur l'idée de bank run. On appellerait ça en français ruer vers le guichet. Run, c'est courir. C'est ruer vers le guichet. C'est vieux comme le monde, cette affaire-là. Donc, je veux dire, on a une crise qui est à la fois très classique du côté américain, très classique, la faillite de cette banque qui place à long terme à partir de ressources qui sont à très court terme liquides et qui, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, peuvent être mobilisées sur un clic. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu nouveau qui tient aux relations entre cette banque californienne et son environnement, c'est-à-dire les start-up de la Silicon Valley. C'est ça la dimension nouvelle. Et pour le reste, le déroulement de la crise, il n'y a pas plus classique. C'est du déjà vécu. Il n'y a pas plus classique. Alors certains, j'ai lu dans Le Monde et ailleurs, plusieurs reportages, aux États-Unis, on ne s'est pas ému outre mesure des malheurs de la Silicon Valley parce qu'il y a une certaine jalousie. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent. Donc c'est ça la jalousie. C'est une leçon d'humilité pour la Silicon Valley. Alors, je pense qu'il y a eu une mauvaise... Je termine en disant qu'il y a eu une mauvaise gestion de la banque. Très franchement. Mais je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est que du côté américain, il y a des trous dans la cuirasse, dans la réglementation bancaire, à la différence de nous. Parce que, au fond, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça peut nous arriver chez nous, en Europe et en France, etc. Très franchement, nous, du point de vue, après la crise de 2007-2008, nous avons en Europe, et donc en France aussi, resserré les boulons. Resserrer la réglementation bancaire, ce qui veut dire que réglementation et supervision. Il faut marcher sur les deux jambes, il faut avoir les bons textes, il faut vérifier qu'ils sont appliqués. Et je pense que du côté américain, dans cette banque régionale, premièrement, ils n'ont pas respecté les réglementations internationales que nous appliquons en France, et deuxièmement, je pense qu'il y a des défaillances dans la supervision. Bien, voilà. Si je peux compléter ce que disait Daniel Lang. Ce que disait Christian, quand même, si les Américains avaient laissé en place la réglementation qui a été votée à la suite de la crise de 2008, probablement qu'ils n'auraient pas connu cette situation aujourd'hui. C'est de la faute de M. Trump, là, en l'occurrence, parce qu'il avait promis de renforcer la régulation bancaire, de séparer les banques. Or, il a supprimé ce qu'on a appelé le Dodd-Frank Act, qui serrait les boulons beaucoup plus fort, d'ailleurs, que ce qu'on a fait en Europe. Donc, le problème, c'est ça. Et donc, cette banque, avec sa capitalisation, il y avait, je crois, 212 milliards. Voilà. 212 milliards, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle était en dessous des radars de la régulation. Donc, c'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est pour ça, excusez-moi, je ne vais pas abuser la parole, mais ça veut dire qu'il y a d'autres banques régionales
Il y en a eu deux autres d'ailleurs, oui, des il y a petites deux autres, banques. mais qui sont liés aux crypto-monnaies. Oui. Il y a une connexion entre ce problème et les débats sur les crypto-monnaies. Mais je veux dire, ce qui est assez inquiétant du côté américain, c'est de constater que ces trous dans la raquette, ils sont pas isolés. Il y en aura d'autres. Et je pense que c'est pour ça que M. Biden et l'administration américaine ont dès le début frappé fort. Tout de suite. En disant, on garantit les dépôts sans limite. On aidera les banques qui ont des problèmes de liquidité à se refinancer par une ligne de prêt qui a été ouverte tout de suite auprès du Trésor américain. Volonté de frapper fort, mais je pense, comme l'a dit Dany, que les États-Unis sont en train de payer un certain nombre d'errements dans le domaine de la réglementation bancaire de la période précédente. Bien, alors c'est très intéressant parce que si par hasard il y avait tout à coup un déséquilibre aux États-Unis, quelles conséquences pour nous en Europe? Et nous sommes mieux protégés effectivement, nous dépositaires, mieux protégés peut-être qu'aux États-Unis. Quel risque ici en Europe? On va parler de tout cela ce matin. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Merci. Faillite des banques, un système trop fragile ou pas? Doit-on avoir peur pour notre argent? Il est 11h15. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h18, les banques, notre argent. Alors, regardons aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système bancaire américain est plus fragile que le système bancaire européen? Moi, franchement. Je dirais oui. Oui. Pour les raisons d'ailleurs que j'ai déjà suggérées tout à l'heure. Oui. Je pense premièrement qu'ils ont une réglementation qui est moins contraignante que la nôtre. Oui. En Europe et donc en France, parce que nous sommes dans le marché européen, nous appliquons les directives et les règles européennes. Et deuxièmement, je pense que la supervision est mal organisée. Bon. Et on a juste un mot là-dessus. Oui. L'État fédéral américain, vous avez une supervision au niveau fédéral, vous avez en plus une supervision au niveau de chaque État. Et Oui. le problème qu'on a depuis 20 ou 30 ans, c'est que chaque fois qu'il y a une crise bancaire, et il y en a eu depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis, on constate qu'il y a une mauvaise coordination entre le niveau fédéral et le niveau des Bien. États. Est-ce que ce qui s'est passé là est terminé, là? C'est terminé, hein? Non, moi je pense qu'il y aura... bon c'est terminé peut-être pour la banque puisqu'elle est morte. Il y aura des répliques, non, si je puis dire, si vous comme lors d'un séisme. Si vous admettez l'idée qu'il y a un certain nombre de banques régionales qui sont quand même un peu exposées au même problème, il va falloir que les autorités confirment leur intervention. Derrière la monnaie, il y a la confiance. Et c'est une des raisons pour les banques qui ne sont pas des entreprises comme les autres. La monnaie et confiance. Et donc, là, très vite, les pouvoirs publics ont tapé du poing sur la table pour rétablir la confiance. La confiance va revenir. Mais, je répète, il faut du côté américain, à mon avis, il faut qu'ils améliorent leur système de réglementation et qu'ils améliorent leur système de supervision. Stéphane Moller. En fait, il n'y a pas de risque de contagion. C'est pas comme la crise de 2008 où il y a eu un effet domino, où il y avait une risque d'effet domino. Voilà, c'est pas une grippe, ça ne frappe pas d'une banque à l'autre. C'est des cancers, c'est-à-dire que chacune de ces banques peuvent être individuellement malades et donc il faut rapidement les auditer pour voir dans quelle mesure est-ce que chacune de ces banques a les mêmes problèmes de gestion de fonds propres et les mêmes problèmes de gestion de trésorerie. S'il y a une succession, vous le dites, peut-être pas d'effet domino, mais plusieurs banques qui font faillite aux États-Unis, est-ce qu'il y aura un genre de tsunami vers l'Europe, quoi? Des conséquences, des mouvements qui pourraient atteindre, des vagues qui pourraient atteindre l'Europe? Personnellement, le système bancaire européen. Personnellement, je n'y crois pas. On est très dépendant du système bancaire américain. Les systèmes mondiaux sont extrêmement intégrés aujourd'hui. C'est pour ça. Mais il y a quand même une différence majeure avec 2008, c'est que les banques européennes s'étaient gavées de ces subprimes, de ces actifs dont on nous disait qu'enfin on avait trouvé la recette de la rentabilité sans risque, ce qui n'existe pas en finance. Oui, la rentabilité sans risque. Oui, non, mais d'accord, mais à chaque fois qu'on a un boom, on a des gens qui nous racontent qu'on a atteint un haut plateau permanent, que ça va pas se retourner, qu'on a trouvé la recette de la rentabilité sans risque. Ça n'existe pas. Point barre. Donc, je pense pas mais heureusement, les autorités américaines ont agi fortement. Il y a pas l'exposition à des produits comme on a pu l'avoir, notamment les banques françaises ou allemandes avec les subprimes. L'effet à craindre, c'était l'effet de domino. Là, on a eu une action forte des autorités américaines. Je suis d'accord pour dire avec Christian que la réglementation est insuffisante aux États-Unis et la supervision bancaire sont insuffisantes. Et puis en Europe, il faudra simplement faire en sorte que les banques respectent les accords de Bâle III. Elles les respectent. Parce que sur les phénomènes de contagion au niveau mondial, au niveau mondial, il faut distinguer deux canaux.
vous avez le canot des marchés financiers qui a joué depuis vendredi. Pourquoi lundi, les bourses se sont cassées la gueule au plan mondial? C'est l'effet Wall Street, c'est qu'on est dans un monde où les marchés financiers américains sont dominants et donnent le ton à la finance mondiale. Ça, cet effet de contagion, il a joué, il continuera à jouer si jamais il y a des problèmes. Et il y a deuxièmement la contagion directement par les banques, où là, à mon avis, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par mes petits camarades, c'est-à-dire que l'exposition des banques françaises au phénomène évoqué depuis vendredi en Californie et ailleurs sont faibles. Et nous, on a resserré les boulons, on a quand même une réglementation qui est plus contraignante, on a des autorités de supervision au niveau français, au niveau européen, qui sont là. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Mais ce qui s'est passé dans cette banque californienne, c'est un peu ce qui se passe dans les stations-service. C'est-à-dire qu'on va faire le plein, mais on remplit des jerrycans aussi à côté. C'est exactement le même phénomène qui s'est produit. C'est exactement ça. C'est la trouille de manquer qui fait qu'on va chercher en premier son argent pour être sûr de le récupérer. La prophétie auto-réalisatrice. Le fait d'anticiper la crise la crée. Voilà. Mais une banque doit avoir proposé, en réserve des liquidités suffisantes pour rembourser tous ses clients si tout à coup ceux-ci décideraient de retirer leur argent. C'est pour ça que nous, on applique la réglementation qui s'appelle Bâle 3. Alors, au cinéma, Rocky 2 est moins bon en général que Rocky 1 et Rocky 3 moins que Rocky 2. En matière de réglementation bancaire, depuis 30 ans, on a plutôt fait des progrès. Ce qu'on appelle le dispositif Bâle 3. Bâle, la ville de Bâle en Suisse. Parce que le comité de supervision des banques est installé à Bâle. Voilà. Et Bâle 3 est meilleur que Bâle 2. C'est l'inverse du cinéma. Et je dis simplement que dans ce dispositif, que respectent toutes nos banques, quelle que soit leur taille, il y a une différence avec les États-Unis, où les grandes banques américaines de New York respectent la réglementation internationale, mais beaucoup moins les banques régionales. Absolument, les banques régionales sont pas donc je dis simplement, pour répondre à votre question, à votre remarque, Jean-Jacques, nos banques, en France comme en Europe, sont obligées de respecter des ratios de liquidité, ce qui fait que si jamais il y avait un run, une ruée au guichet, elles auraient les moyens d'y faire face sans difficulté. Sans difficulté. Voilà. Enfin, ceci dit, les banques n'ont jamais en caisse l'ensemble des liquidités qui correspondent. Non, mais elles peuvent mobiliser. Oui, elles peuvent mobiliser. Alors, non, mais il y a eu un phénomène aussi. Il est déjà 25, ça passe très vite le temps, c'est passionnant. 0826 300 300, vous n'hésitez pas à venir vous mêler à la conversation. Mais il y a deux choses. On a constaté aussi que les grandes banques attiraient. C'est-à-dire que quand il y a comme ça une inquiétude, hop, on se précipite vers les grandes banques, les banques les plus importantes. C'est ce qu'on appelle la fuite vers la qualité. Elles sont considérées comme trop grosses pour faire faillite. Voilà. Excusez-moi, en septembre 2008, Lehman Brothers était grosse. Mais c'est pas une banque de dépôt. Non, mais elle a quand même fait faillite. Il y a l'argument trop grosse pour faire faillite. Il joue jusqu'à un certain point, puisque les Américains... Alors, on va développer ça m'intéresse beaucoup. Et puis, est-ce que des banques sont plus fragiles que d'autres? C'est aussi une question que je voulais poser. Allez, vous restez bien avec nous. Il est 11h26, bientôt 27. Je crois que un mot, les banques sont soumises à des tests de résistance. Oui, ce qu'on appelle les stress tests, c'est-à-dire qu'on essaye de voir ce que donnent leurs comptes d'exploitation et leur bilan sur des hypothèses économiques les plus défavorables. Une récession importante, un choc sur les taux d'intérêt, etc. Et si jamais une banque individuelle ne passe pas ces tests de résistance, les autorités de supervision, nous en France ça s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est assez proche de la Banque de France, si je puis dire, ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution, va appeler le dirigeant de la banque en disant vous passez pas le test, il faut augmenter vos fonds propres, il faut augmenter vos liquidités, etc. Donc il y a une surveillance. Il y a une surveillance, c'est un peu de contrôle. Il y a une surveillance et c'est complété d'ailleurs parce qu'on appelle, désolé de la technicité, mais l'AQR, Asset Quality Review, on essaie de voir la qualité des actifs. Bon, tout ça est très bien, hein, c'est indéniablement un progrès. Ceci dit, à chaque fois, aussi bien pour les stress tests que pour l'AQR, il y a quand même des hypothèses à faire qui peuvent... Je vous dis ça parce qu'il y a eu une faillite. Bon, il y a eu la faillite de la banque, la Silicon Valley Bank, mais il y a aussi la faillite des dirigeants de la banque. Or, une banque, c'est dirigé par des hommes. Et si ces hommes sont incompétents à la tête d'une grande banque, le risque existe aussi. Bon, allez, donc il faut que les contrôles soient là en permanence. Il est 11h27, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h31. Merci d'être avec nous. Alors, les banques, on a beaucoup de choses à dire autour des banques avec nos invités Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne, Stéphane Moller, qui est spécialisé dans la gestion de patrimoine, présentateur de conseils de famille tous les jours, 19h55 sur Sud Radio, et Dany Lang, qui est économiste, maître de conférences en économie à l'université de Paris 13. Je vous parlais des banques européennes. Parlons de nos banques, qui sont très contrôlées, donc plus contrôlées que les banques américaines. Néanmoins, on est toujours un peu inquiet. On a vu ce phénomène aux États-Unis. Tout le monde s'est précipité pour déposer son argent plutôt dans des grandes banques. Est-ce que si l'on dépose son argent dans une grande banque qui a pignon sur rue, on est mieux protégé ? Alors pas nécessairement. Pas nécessairement. Enfin, ceci dit, c'est la raison pour laquelle les gens ont fait ça, c'est que ils ont l'idée que les grandes banques, effectivement, elles sont trop grosses pour faire faillite. Oui. Est-ce qu'elles sont trop grosses pour faire faillite ? Oui, puisque si ces banques-là tremblent, je vais prendre quelques exemples. BNP, Crédit Agricole, Société Générale ou Crédit Lyonnais, 3 grandes banques. Est-ce qu'elles n'ont aucun risque, aucune des 3, de faire faillite ? Vous pouvez même ajouter BPCE, Caisse d'Épargne. Oui, vous avez la liste des 4 banques françaises qui sont des banques systémiques. C'est-à-dire, si elles s'effondrent, tout le système financier s'effondre avec elles. Donc, elles ne peuvent pas s'effondrer. Elles peuvent trembler, mais à ce moment-là, les autorités seront obligées d'intervenir parce qu'une banque n'est pas une entreprise comme les autres, puisqu'on abordait la question tout à l'heure. Une banque, si les banques s'effondrent, c'est tout le système financier. Je vous dis ça parce tout le système de paiement, c'est retour à l'état de nature, comme disait Frédéric. Il y a un phénomène, on est fier de sa banque, où on dit dans quelle banque on n'est pas fier, mais on dit dans quelle banque on est, comme on dit quelle voiture on possède. Jean-Jacques, c'est vrai. Est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Allez-y, Christian. Je suis client d'une banque dont je ne vais pas dire le nom, qui est une banque plutôt petite. Oui. Et lundi, je me suis dit, je suis économiste, mais je suis citoyen, je suis comme tout le monde. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Oui. Je fais rien, je reste. D'abord parce que globalement parlant, je dirais le système bancaire français se porte plutôt bien. Oui. Le rendement, quand vous regardez la rentabilité des banques en 2022, elle a été plus forte que jamais en général. Oui. Et donc, je n'ai plus souvenir qu'on ait eu une faillite bancaire au fond, on n'a pas eu de faillite bancaire depuis très longtemps, parce qu'on a une réglementation contraignante, parce qu'on a des autorités de supervision qui sont là. Donc, moi, ma banque, elle est petite, elle n'est pas systémique au sens où on vient de le rappeler, mais je reste dans ma banque. Donc, et j'ajoute que, je parlais de la garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros. Par contre, ça s'applique quel que soit l'établissement. Quelle que soit la banque. Quel que soit l'établissement dans lequel vous êtes. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a pas... Du côté bancaire français, ça va plutôt bien. C'est pas la même chose chez certains de nos voisins européens, on en parlera peut-être. Stéphane Moller. Alors, juste une chose sur la garantie des dépôts. C'est-à-dire que si une banque majeure venait à déposer le bilan, si c'était 600 milliards à trouver, c'est pas avec le fonds de garantie bancaire dans lequel il y a 6 milliards qu'on pleurait le trou. Hein. Donc, il faudrait quand même, à un moment, que l'État... 600 milliards, il y aurait trouvé ? Si une grosse banque... Ça représente quoi le montant des dépôts des Français dans les banques beaucoup plus que ça. Là, on parle d'une seule banque. On parle d'une seule banque. Rien que le contrat d'assurance, c'est pas dans les banques, les contrats d'assurance vie, mais rien que la masse des contrats d'assurance vie en fonds euros, c'est 1600 milliards. Ah oui, d'accord. Et dans le fonds de garantie des banques, il y a 6 milliards. Oui. Donc, il y a probablement de l'argent à aller trouver ailleurs. Donc ça, une intervention de l'État sous forme de garantie, comme on l'a fait en 2008 au moment de la crise bancaire. Mais il faudrait faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire que là, il faudrait générer de l'argent. Elle a déjà tourné, la planche à billets, non ? Elle a déjà pas mal tourné. Mais je rappelle qu'en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, grande banque américaine, en Europe et donc également en France, on a mis en place un système dans lequel l'État est intervenu pour garantir un certain nombre de choses. C'est-à-dire sans nécessairement apporter de l'argent, donner une sorte de garantie. C'est vrai que ça compte énormément. C'est-à-dire que la garantie de l'État peut aussi empêcher le bank run en disant vous n'avez pas besoin d'enlever votre argent, parce que de toute façon, nous, on le garantit. Mais ça, c'est première chose. Effectivement, il y a une très grosse disparité en Europe. La place financière la plus sûre en Europe, c'est de très loin le Luxembourg. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ils envoient leur argent au Luxembourg. Mais au Luxembourg, dans des banques luxembourgeoises ? Oui, parce que là, on a 100% de garantie des dépôts au Luxembourg, pour une raison qui est très simple, c'est que les banques dépositaires au Luxembourg, elles n'ont pas le droit de faire de prêts.
Donc votre argent, il est sur votre compte bancaire et vous êtes le premier à y avoir droit. Il est rémunéré ou pas ? Il est rémunéré si vous décidez de faire des placements avec, mais la banque n'a en aucun cas le droit de faire ni de prêt de titre, c'est-à-dire de prêter votre argent à un autre établissement bancaire, ni de prendre votre argent pour le replacer sur les marchés financiers. D'accord. Donc ça fait des banques luxembourgeoises, et ça s'appelle le triangle de sécurité, les banques quasiment les plus sûres du monde. Après, en Europe, le traitement peut être un peu différent et on peut avoir effectivement une régulation qui est la même partout en Europe, mais qui est plus ou moins bien appliquée et plus ou moins bien vérifiée. Alors, autre question que je posais, est-ce qu'il y a des banques plus fragiles que d'autres, des banques françaises, puisqu'on parlait de la France, des banques plus fragiles que d'autres, qui auraient moins de dépôts je suis pas sûr. D'abord, est-ce qu'il y a des banques qui ont plus de dépôts que d'autres ? Non, mais est-ce qu'il y a des banques françaises qui sont plus solides que d'autres ? La force d'une banque, c'est pas tellement le montant des dépôts qu'elle collecte, c'est le niveau de ses fonds propres. Le niveau de ses fonds propres. Mais alors, au niveau des fonds propres, alors il y a une réglementation minimum qui fait que chaque banque doit respecter un ratio de fonds propres minimum et si possible être au-dessus. Et donc quand vous comparez les ratios de fonds propres des différentes banques en France, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Il y a des banques qui sont nettement au-dessus du minimum réglementaire, des banques qui sont proches. Mais si jamais une banque se rapproche du minimum, elle va recevoir un coup de téléphone du patron de la CPR dont je parlais tout à l'heure, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou si elle est gérée directement, pas gérée directement, si elle est supervisée directement par la Banque Centrale Européenne, comme le sont les grandes banques françaises, il va y avoir un coup de téléphone et la banque sera obligée de se recapitaliser d'une manière ou d'une autre. Bon, ceci dit, je termine, Jean-Jacques, sur votre question. Le niveau, donc les ratios de fonds propres, par-delà l'homogénéité et la réglementation bancaire qui s'applique peuvent être différents d'une banque à l'autre. Et deuxièmement, la rentabilité des banques est pas la même d'une banque à l'autre. Donc il y a des banques qui sont plus fragiles, mais je répète, globalement parlant, moi j'ai pas souvenir récemment qu'il y ait eu de faillite bancaire en France. Non, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une information à vous donner. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est quand même le pays des faillites bancaires. J'ai un collègue qui s'appelle Emmanuel Carré, qui à l'université de Bretagne occidentale, il a calculé qu'en moyenne aux États-Unis, c'est tous les 5 ans des faillites bancaires. Donc faillites bancaires tous les 5 ans. C'est quasiment business as usual. Le système est beaucoup plus libéral. Messieurs, il y a quand même une inquiétude. Qui a franchement été à chaque fois régulé. Chaque fois qu'il libéralise, il régule. La bourse est en rouge vif. Oui, donc attendez. Jean-Jacques, BNP, Paribas et Société Générale ont plongé ce matin à la bourse. J'ai distingué tout à l'heure deux axes de contagion. Les marchés financiers, on est dedans. C'est ce qu'on appelle la globalisation financière. Donc c'est ce qui se passe. La chute des bourses, problème de confiance, parce que Wall Street dévisse, parce que les marchés asiatiques dévissent. On est tous dans le même bateau. Wall Street a moins dévissé hier. Non, mais il peut y avoir des décalages dans le temps. Nous sommes dans le même bateau financier de ce côté-là. La contagion par les marchés, elle existe. C'est différent de la contagion par les bilans et par les opérations bancaires. Nous sommes dans la globalisation financière. Donc nos marchés, nos bourses dévissent. Mais je répète, je termine là-dessus. On l'a pas dit. Tout ça est intervenu sur une finance inflammable. C'est-à-dire que les marchés financiers avaient beaucoup monté, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les marchés financiers avaient beaucoup monté avant vendredi. On était très fiers, nous, en Correction, donc. Correction. On était très fiers d'avoir battu le record du CAC 40. Très fiers. Regardez les journaux, la presse. On est au-dessus de 7300, on atteint 7400, etc. Quand vous montez, il y a forcément des corrections. Et c'est ce que j'appelle une finance inflammable, fragile. Et l'allumette qui a mis le feu, ça a été cette banque californienne, sur une finance fragile, parce que très spéculative, trop spéculative. Il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Il y a quelques années, si c'était passé ça, les marchés prenaient 15% dans la journée. Attendez. Là, ça baisse un peu. Le Crédit Suisse en est à moins 7. Depuis ce matin. Il est malade depuis des années, le Crédit Suisse. Je suis d'accord. Il est malade depuis des années. Non, c'est l'État. Vous disiez tout à l'heure, l'État suisse viendra à son secours. Il ne fera pas faillite. Les deux grandes banques suisses, UBS et Crédit Suisse, si jamais il y a un problème systémique, si je peux dire, ils interviendront, parce que les Suisses n'autoriseront jamais une de leurs grandes banques à faire faillite. Ils nationaliseraient les banques. Alors, je le disais tout à l'heure, on va prendre Soraya, qui est à Boulogne-Billancourt. À tout de suite. Allez, Soraya, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour, merci Soraya d'être avec nous. Vous êtes agent immobilier, Soraya. Exactement. Alors les banques, vous avez affaire aux banques régulièrement, Soraya, évidemment. Pas facile en ce moment d'ailleurs l'immobilier, non ? Tiens, un mot.
Oh bah écoutez, non, c'est pas facile. Surtout que moi, je suis sur un secteur d'activité où je vends des restaurants, hôtels. Et avec la crise du Covid, les banquiers ont beaucoup de mal à financer nos amis restaurateurs. Alors, quelle question voulez-vous poser à nos spécialistes qui sont là autour de la table, Soraya? J'avais une question. Je voulais savoir si tous les épargnants français souhaitaient retirer leurs épargnes. Est-ce que les banques françaises auraient assez de liquidités pour donner aux épargnants leur épargne? Alors, messieurs? Moi, je pense que oui. Christian de Boissieu. Dans la mesure où chaque banque doit respecter des règles de liquidité relativement contraignantes, et si jamais il y avait un problème systémique pour l'ensemble du système, car Soraya, votre question, elle n'est pas individuelle, elle pose la question du système, je pense que là, à nouveau, l'État interviendrait. Je rappelle que en septembre-octobre 2008, alors c'est vieux et pas vieux, après la faillite de Lehman Brothers, qui a été un ouragan dans la finance mondiale, les pays européens, les États européens se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, garantir, assurer, etc. Donc, très franchement, on peut se faire peur. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce qui se passe dans l'immobilier et les conséquences financières sont relativement importantes, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de problème du côté de l'épargne. J'ajoute un dernier point sur un sujet qui n'est pas votre question, mais qui est un peu parallèle. Ce qui me gêne un peu plus sur l'épargne, c'est pas les problèmes d'insécurité, c'est qu'on décide pour les gens. C'est-à-dire que la nouvelle de ces derniers jours, c'est qu'une partie importante des livrets A, de caisses d'épargne, il n'y a pas de problème sur les livrets A, ils sont garantis, etc. Mais une partie de cet argent va être utilisé, par exemple, pour financer la transition écologique et l'énergie nucléaire. Moi, je suis pas contre, mais il faudrait de temps en temps demander l'avis des gens. Mais ça, c'est un vrai problème français. Ça a démarré avec le fonds euro. On utilise l'argent, l'épargne des Français sans les consulter. Mais on a démarré avec les fonds euros. C'est passionnant, le fonds euro. Le fonds euro, c'est un produit qui est garanti par l'État pour financer la dette de l'État. C'est quand même un montage absolument extraordinaire. Oui, ça, c'est vrai. Hein, donc là, c'est ce montage, si je peux vous interrompre, n'aurait pas été nécessaire si dans la zone euro, comme partout ailleurs, la Banque centrale garantissait la dette publique. Donc voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 2008, les fonds sont rentrés aux États-Unis au lieu de partir des États-Unis. Entre nous, la bourse peut baisser un peu. Hein. Non, mais je vous dis ça parce que moi j'ai dit qu'elle a beaucoup monté. Je vous dis ça parce que ça nourrit. Parce que ça nourrit une forme de colère de beaucoup qui ont des difficultés à boucler les fins de mois et qui voient parallèlement à ça une bourse qui finalement s'intéresse, et notamment en France, la réforme des retraites, mais ça ne touche absolument pas. Mais ça a toujours été comme ça, la bourse. Les milieux la montée financiers. des bourses a accentué les inégalités. Et ça, c'est dans le débat. Les inégalités. Avec le paradoxe que plus on est à gauche dans les gouvernements, plus les bourses montent. Ah bon? Historiquement. La gauche a toujours fait monter les marchés financiers beaucoup plus que la droite. Ça ne veut pas dire que la droite empêche de monter. Mais mais de temps en temps, il y a des paradoxes intéressants à noter. La droite fait en sorte que la bourse ne monte pas. Non, c'est pas ça. Je suis pas certain, Stéphane Moller. Mais moi, je ne fais que montrer les paradoxes. Je pense que les gens se disent le gouvernement interviendra en cas de problème financier plus facilement sous la gauche que sous la droite. Ça doit être ça. Qui a fait la révolution financière en France? Qui a fait la révolution financière en France? Monsieur Bérégovoy, ministre des Finances. Oui, c'est vrai, de gauche. Il est 11h44. À tout de suite. Merci Soraya, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Bonne journée, messieurs. Merci Soraya. Il est 11h44, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Allez, nous terminons deux sujets. Nous allons parler de la banque. Est-ce une entreprise comme une autre, une banque? Et puis, deuxième question, les taux d'intérêt qui sont hauts. Alors, est-ce que la banque est un petit tour de table? Réponse courte. Est-ce que la banque est une entreprise comme une autre? Non, ça n'est pas une entreprise comme une autre parce que sans banque, il n'y a plus de système de paiement. Donc, à la rigueur, si les banques sont dans de trop grandes difficultés et qu'on les nationalise, alors que ça bénéficie aussi aux contribuables, ce qui risque d'arriver en Suisse. Parce que c'est les contribuables qui vont payer à ce moment-là, qu'ils en bénéficient. Christian de Boissieu. Un peu en deux parties. Premièrement, la banque est une entreprise, et deuxièmement, c'est pas une entreprise comme les autres. Premièrement, c'est une entreprise parce qu'elle a un compte d'exploitation, des bilans, elle a des problèmes de gestion, mais c'est pas une entreprise comme les autres parce que derrière la banque, il y a la monnaie. Derrière la monnaie, il y a la confiance. Et donc, en fait, elle a une responsabilité collective. C'est la raison pour laquelle on applique une réglementation. BNP Paribas n'a pas la même réglementation Chrono ou Saint-Gobain. Voilà. Bien.
Stéphane Moller. Oui, elle a une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'en fait, elle est le dépositaire de nos fonds, de notre épargne. On y verse nos salaires tous les mois. Et c'est ça qui fait de la banque une entreprise différente des autres. Alors, pour la transition, vous voyez, les auditeurs sont formidables. Pierre est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Vous avez une question à poser, notamment à Christian de Boissieu, qui, je le rappelle, est vice-président du Cercle des économistes et professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Allez-y Pierre, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question? Alors voilà, moi j'ai des économies, mon épouse et moi, on a 2 livrets A, Oui. où on met des petites économies tous les mois. Et en fait, on a entendu dire que l'État pouvait se servir sur ces livrets A. Donc j'en conclus qu'il va falloir que je retire toutes ces petites économies. Non, Pierre, c'est garanti. Non, c'est garanti. Votre livret A, il risque rien. Vous allez rester propriétaire de votre livret A et vous pouvez le retirer quand vous... Oui, mais s'il me retire les sous que j'ai dessus. Non, mais de toute façon, vous savez, 50% des fonds collectés en France par le livret A partent à la Caisse des dépôts et consignations pour financer ce qu'on appelle le logement social. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage de l'épargne, parce que l'épargne, elle reste pas immobile. Mais vous, en tant que propriétaire, vous pouvez la retirer par un clic. Voilà, individuellement. C'est ce qu'on va faire, oui. Non, ne faites pas, Pierre. Ne faites pas, la rentabilité du livret A est bonne. Elle est à 3%. 3% net d'impôt, je peux vous dire. Net d'impôt, vous vous rendez compte, Pierre? Restez en livret A. J'ai posé un autre problème. Vous aurez toujours votre argent à disposition. Oui, mais alors, pourquoi ils parlent de ces plans? Il faut que tout le monde avait leur dire, là. Non. S'ils nous prennent sur les retraites, s'ils nous prennent sur les livrets A. Non, vous inquiétez pas. Vous avez votre liberté individuelle. Je posais le problème de savoir si, au plan global, ce qu'on fait du livret A. Alors, une grande partie va vers le financement du logement social via la Caisse des dépôts et consignations. Il est question d'utiliser une partie de cet argent pour financer... Mais l'État garantit toujours complètement votre dépôt. Restez là, vous êtes peut-être plus heureux qu'ailleurs. Restez là, il n'y a pas de problème. Ah oui, ils sont heureux, oui, mais on serait beaucoup plus heureux si nous augmentions les retraites. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On en est d'accord. On en est d'accord. Je ne suis pas décideur là-dessus. Merci Pierre, dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir posé cette question, parce que, vous voyez, tout de suite, dès qu'on... Et c'est normal, ces questions d'argent, on est inquiet. Bon, alors, maintenant, les taux d'intérêt sont... Inflation qui est forte, taux d'intérêt évidemment élevé, plus élevé, ça gêne l'économie. Hein, oui, franchement. alors il y a deux situations. Moi, j'ai cessé de dire qu'il y a deux situations parce que aux États-Unis, ils ont eu des plans de relance qui sont les plus forts en fait depuis Roosevelt. Donc ils sont proches de la surchauffe, ils ont un taux de chômage faible. Ça se comprend qu'ils aient fait grimper les taux. Bon, mais nous, en Europe, on devait faire monter un tout petit peu les taux pour calmer les bulles spéculatives, notamment sur le marché immobilier. Mais franchement, les banques centrales n'ont pas les outils, c'est pas avec le taux d'intérêt, elles n'ont pas les outils pour combattre l'inflation. Alors, question, faut-il faire baisser les taux, faut-il baisser les taux d'intérêt? Je pense qu'à mon avis, mais je vais laisser Christian et Stéphane s'exprimer. Moi, je pense que là, il faut arrêter de monter les taux d'intérêt. On a calmé le marché immobilier, donc il fallait le faire au nom de la stabilité financière, mais on ne luttera pas. Il va falloir le relancer, le marché immobilier. Dilemme des banques centrales dans les jours qui viennent, parce que d'un côté, cette instabilité que nous vivons sur les marchés, la banque californienne, etc., depuis vendredi, inciterait à ne rien faire, ne pas baisser, mais ne rien faire, ne pas monter. Et de l'autre côté, les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis et en Europe presque trop élevés. Donc, moi, mon analyse... ma prévision, et je ne confonds pas prévision et préférence, ma prévision, c'est que je pense qu'ils vont continuer à monter doucement les taux, et ils ne vont pas aller très loin, ni du côté américain, ni du côté de la Banque centrale. Monter. Ça veut dire que pour acheter, par exemple... Non mais attendez, je termine, excuse-moi Stéphane, juste en termes de ce qu'on appelle le taux réel, le taux hors inflation, dans pas mal de cas, il reste quand même assez négatif, donc je rappelle ça.
Sauf que vous empruntez, vous empruntez à 2,50 ou à 2,80. Mais avec une inflation à 6, vous voyez un taux négatif. Encore faut-il qu'avec une inflation à 6 et avec un taux à 2,80, les banques vous prêtent de l'argent. C'est ce qui a permis de constituer deux points d'intérêt majeurs. Le premier point d'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a remonté les taux, on peut les rebaisser. Et quand on rebaisse les taux, on remet de l'oxygène dans l'économie. Donc en fait, ce qui s'est passé là, c'est que les États se sont redonnés la possibilité de remettre de l'oxygène dans l'économie. Et finalement, cette hausse de taux, elle s'est pas mal, absolument, elle s'est indirectement par les banques centrales. Et finalement, ça s'est pas mal passé, cette hausse de taux. Et donc, on va pouvoir repartir sur un cycle de baisse de taux. Et c'est la baisse de taux qui permet de mettre de l'oxygène dans l'économie. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pas tout de suite, de l'essence dans le moteur. Non, dans les 10 années à venir. Dans les 10 années à venir. Et la deuxième chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette hausse des taux, elle a effectivement pour normalement volonté de contrecarrer cette inflation qui va nous permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat demain. En tout cas, c'est l'objet affiché de cette hausse de taux. Juste il nous reste 35 secondes. Rapidement. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on baisse les taux, on n'est pas sûr d'avoir un effet positif, éventuellement à moyen terme, à long terme. Quand on les monte, on sait qu'on a un effet récessif. Le bon côté de la situation actuelle, c'est que ça va calmer les banques centrales dans leur hausse de taux. Moi, ma crainte, c'était qu'on finisse par faire, comme en 79, de tuer l'économie en mettant le taux directeur. Ils l'ont passé 6,5 à 19,5. C'était une catastrophe. L'inflation n'est pas la même. Non, mais d'accord, mais ma crainte, c'est qu'ils continuent. Maintenant, ils vont devoir se calmer. Bien, messieurs, merci d'être venus nous voir. C'était passionnant. Une heure. Passé très très vite. Il est 11h55, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être intervenu. Nous allons parler de toute autre chose juste après midi. Le plan global sur l'eau, vous le savez, sera présenté la semaine prochaine par le gouvernement. En Chine, les autorités sont confrontées, évidemment comme nous, à une sécheresse très forte. Les Chinois ensemencent les nuages. Nous allons tout savoir sur les techniques utilisées pour faire pleuvoir ou pour faire cesser la pluie. La manipulation du climat, c'est un enjeu géostratégique. C'est passionnant. L'eau, enjeu stratégique des conflits modernes, c'est le titre du livre de notre invité, Franck Gallard, qui sera avec nous après-midi.